Trouver de simples pierres dans des grottes a permis à ce type d'obtenir un cube débloquant des compétences, alors qu'il était toujours vu comme le plus faible. Mais à cause de cela, la fille populaire qui t'aime bien et a grandi avec toi provoque la jalousie d'une bande qui te frappe et t'humilie jusqu'à te briser. Eh bien, cette histoire commence avec ce type apparemment normal, qui apparaît dans cette ville avec pas mal de style. Cependant, grâce à une sorte de pouvoir, il disparaît. Une fillette dans une école ordinaire reçoit un appel l'avertissant qu'on viendra bientôt la chercher et qu'elle doit se préparer. À cet âge, la fille ne comprend pas grand-chose. Mais voir ses amis partir et ne rester qu'un groupe d'hommes en costume, avec tourbillon, change totalement l'ambiance du lieu. Elle suit les indications du type au téléphone et arrive dans un entrepôt à Fortuna. Heureusement, il s'avère que c'est le type d'avant, utilisant la téléportation pour sauver la fille. Le problème, c'est que les 4 précédents ne vont pas l'aider, car ils ont besoin de cette fille. Alors l'épopée commence quand, rien qu'en courant, le type montre que sa condition physique est d'un autre niveau. Lorsqu'il s'éloigne et met la fille en sécurité derrière une barrière magique, il revient alors révéler son véritable niveau. L'humain, apparemment normal, possède une force insensée et frappe sans même broncher. Pourtant, ses adversaires paraissent aussi être des surhommes très résistants. Tant que l'un ne mourra pas, ils continueront. La tension continue de monter, le combat devient très sérieux et les gens ordinaires le comprennent quand ils voient des immeubles littéralement lancés à la figure. Cependant, l'allié est clairement supérieur lorsqu'il désintègre tout ce qui s'approche, le transformant en une masse qui détruit son adversaire, l'amenant à ce qu'on appelle des cycles, qui, comme dans le Jujutsu, est un espace entièrement contrôlé par l'hôte du pouvoir. Le type de costume est terminé. Pendant ce temps, il démontre qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir. Le surhumain remonte le temps en réparant tous les dégâts afin que la petite Shen Yao ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé et puisse continuer sa vie exactement comme elle l'avait laissé avec son ami d'enfance. C'est justement le protagoniste de l'histoire, Xiaoxi. Dès lors, sa vie redevient ordinaire et on saute quelques années jusqu'à son lycée. Lors d'un karaoké, les populaires cherchent à ridiculiser le garçon discret. Alors ils demandent à Shen Yao, qui aime le mannequin et l'intelligent, convaincue qu'elle choisira l'un d'eux. Mais il s'avère que depuis l'enfance, elle a toujours été intéressée par la même personne, le disant directement au protagoniste. Cependant, les jaloux vont immédiatement le dire au chef du gang de l'école, Deng Jun, qui est obsédé par la fille. Le soir, il le passe à tabac, le menace, l'humilie et montre son état à la fille en appel vidéo. Et maintenant, ils veulent le forcer à accepter que quelqu'un d'aussi faible que lui n'est pas au niveau de cette femme. Le gars préfère sauter du pont que d'admettre ça, surtout après tout ce qu'ils ont vécu. Cependant, petit à petit, il perd connaissance, atteignant le fond, où il voit ce curieux cube qui, en le touchant, pour une raison quelconque, se lie à son corps, l'emmenant dans une sorte de tunnel jusqu'à son espace, où une voix inconnue lui dit qu'il pourra désormais se téléporter sur 15 mètres. Ne comprenant rien, il utilise son pouvoir et, tandis que les malfrats le cherchent, il se retrouve à l'école la nuit. Il vaut mieux se calmer. Il rentre sans user de son pouvoir et laisse Shen Yao prête à appeler la police. Avec plus de calme, il comprend que cet espace sûr est dans le cube où il est l'hôte. La voix doit obéir à ses ordres et l'aider à comprendre comment cela va fonctionner à partir de maintenant. Quelque chose appelé système d'univers ultime, quelque chose dont il ne comprend pas l'ampleur. Il le comprendra vite, ses téléportations étant incontrôlées et limitées. Un jour, il pourrait simplement mourir parce qu'il n'a plus d'énergie ou simplement en tombant d'un endroit où il ne voulait pas aller. Avec une vision élargie à 15 mètres, il peut s'entraîner à se téléporter, mais doit éviter d'en abuser pour ne pas s'épuiser. S'il veut tenir plus longtemps et pouvoir protéger sa copine, comme le dit la voix, il doit s'améliorer. Et pour cela, il doit manger des pierres, littéralement. Celles qu'il trouve dans la rue ont une certaine charge d'énergie. Plus elles sont précieuses, mieux c'est. Il s'entraîne avec sa nouvelle vision et utilise une pierre ordinaire dans le cube, déclenchant soudainement le pouvoir. Une simple pierre de bas niveau lui donne 2 points de force et 1 d'endurance, améliorant son ADN. Mais en le renvoyant au lit, le lendemain, après s'être reposé, il va à l'école, où son ami semble être plus attaché à lui après ce qui s'est passé. Après quelques flirts, ses voyous et leur chef arrivent en classe et voient le protagoniste tenter de se cacher. Cependant, la voix lui dit que les points de puissance du type, le traitant littéralement de déchet, n'atteignent que 7, alors que lui en a 22.
Même s'il évite les ennuis et que Shen Yao le repousse, ce type reste un harceleur. Cette fois, Xiaoxi affronte la situation et, d'une pression, le type sent la force. Son orgueil touché, il le défie finalement à un combat l'après-midi au gymnase. Le protagoniste cache cela à Shen Yao, prétendant rentrer tôt, mais il arrive finalement là où tous se moquent de lui. Après tout, il n'a jamais su se défendre et on a toujours profité de lui. Même s'il est plus fort face à 13 adversaires, il n'a qu'environ 20% de chances de gagner. Heureusement accusé Dong Yun de triche, le force à appeler son meilleur guerrier, doté de 10 points de compétence. C'est un homme très fort dont il doit se méfier. Il esquive d'abord la plupart des coups. Il sait ce qui arrivera si un coup touche, pendant que Shen Yao, toujours anxieux, peine à se contrôler. Heureusement, la taille de l'adversaire le fatigue vite. Chaque coup ralenti devient maladroit, puis il le détruit d'un tir de canon et d'une poussée contre le mur. Yun commence à transpirer, envoyant tout le monde contre un seul adversaire. Le protagoniste doit agir malgré seulement 30% de chances de succès. Tout le monde l'attaque, et plutôt que de se concentrer sur les coups, il doit faire attention aux coups de pied et aux attaques traîtres venant de toutes les directions. Avec autant d'ennemis, il commence à fatiguer, même en recevant un coup de pied à l'entrejambe. Dès lors, tout compte. Ici, personne ne se jette sur lui et malgré ses efforts, il reçoit un coup. Leur chef y voit une chance de l'achever derrière les autres. Alors, voyant à quel point il est courageux pour parler, le prota décide de l'impliquer dans le combat, en lui envoyant un petit cadeau en pleine figure. Pendant qu'il élimine peu à peu chaque adversaire, le respect commence maintenant à se faire sentir, cependant, l'énergie de son corps est sur le point de s'épuiser complètement. Cependant, Dong Yun doit apprendre la leçon et alors qu'il supplie, le chef d'un gang ennemi finit par apparaître. Pour se moquer de son humiliation par un homme faible, et en plus par une femme, le protagoniste est gêné que Shen Yao soit au centre des conversations, mais il ne peut pas trop le provoquer car son niveau est critique. La seule solution, c'est de s'enfuir en courant en attendant la recharge de la téléportation. Quand il le peut, il éteint les lumières et reste derrière ses rivaux pour les éliminer plus facilement. Même sans énergie, un coup à la nuque reste mortel. Le pouvoir obtenu par l'enfant est inhumain. Shen Yao arrive avec les directeurs, inquiète pour son ami, mais il serait alors perçu comme l'intimidateur. Il utilise Dong Yun, humilié, pour se sortir de la situation par une mise en scène. Tandis que son ami le soigne, il réalise que malgré sa force, son corps le limite et qu'il doit devenir plus puissant. Ils ont besoin de pierres, nombreuses en ville, mais certaines ont un propriétaire et les autres coûtent très cher. Voler n'étant pas possible, il utilise ses économies pour acheter un kit d'excavation et chercher des pierres dans la nature. Cela le mène à une montagne, mais creuser 15 mètres n'est pas envisageable. Comme c'est une grotte, il cherche une fissure pour utiliser son pouvoir de téléportation, car s'il est totalement fermé, il ne peut pas entrer. Il y parvient et se retrouve dans une grotte inexplorée où le chemin paraît encore bloqué. Ayant déjà beaucoup progressé, il pense à utiliser les courants d'air pour se déplacer, ce qui fonctionne grâce à son pouvoir. Le problème, c'est qu'il fait face à une énorme chute sur des surfaces instables. Distrait par les pierres, il attire un serpent géant derrière lui. Au début, il ne s'en rend pas compte et grâce à la téléportation, il en creuse plusieurs. Mais rappelons-nous que c'est limité. Et maintenant, il doit avancer par ses propres moyens pour ne pas s'épuiser et finir évanoui. Alors maintenant, avec toute la prudence nécessaire, allant même jusqu'à s'attacher avec une corde, il commence à récolter les cristaux. Utilisant sa vision, il réalise qu'il n'est pas seul et se tend en voyant le serpent l'attaquer. Même s'il parvient à se libérer, il tombe à l'eau où la créature domine et il ne peut pas se téléporter tant que l'anaconda reste accroché. Cela fait partie de ce qu'il souhaite déplacer, dépassant la capacité autorisée. Alors, il se libère, s'éloigne et une fois en sécurité, il respire sans vraiment s'en rendre compte. Il vient d'ajouter à son système 11 gemmes qu'il peut même synthétiser, c'est-à-dire combiner certaines pierres pour les transformer en gemmes de niveau avancé. Celles-ci n'augmentent pas seulement davantage ses statistiques, mais elles ont aussi la possibilité de lui donner une compétence spéciale. Et pour cela, il lui suffit d'attendre la petite somme de senteurs, et elle-ci, il n'est pas en position pour cela. Alors il laisse la majorité en train de synthétiser et en consomme 2 directement, ce qui fonctionne, car cela lui donne 2 points de vitesse et 4 en esprit. De retour sur Terre, le combat change totalement.
Le serpent subit des coups sans se défendre, car ils sont très chargés en énergie. Avec la spiritualité, son pouvoir évolue à chaque fois. C'est un abus total. Il achève l'animal, alors que maintenant, il n'a plus qu'à attendre que ses gemmes élémentaires cuisent, tout en ajoutant une autre provenant des restes du serpent. Il progresse bien, mais le chef de gang qui l'a frappé lors du dernier combat devient aussi dangereusement furieux. Donc pour l'instant, l'intensité monte pas mal. C'est ainsi que nous restons sur le plan macabre que préparent les nouveaux ennemis du Prota. Sachant qu'ils ne peuvent vaincre Jiaoshi seul, ils décident par quelques mensonges de l'impliquer avec un dangereux bandit de la ville nommé Monsieur Luo. C'est leur unique moyen de se venger malgré leur peur. Pendant ce temps, le Prota profite d'un rendez-vous avec Chen Yao montrant son changement. Elle le voit désormais plus sûr de lui, surtout quand il prend la main de la jeune fille qui comprend que les choses deviennent sérieuses. Elle lui demande désormais de compter sur elle pour ses problèmes, même s'il promet, le système du cube sait qu'il ment. En tout cas, ils continuent à profiter, ils passent l'après-midi ensemble et vont manger, où le Prota s'amuse beaucoup avec elle. Il lui offre même un cadeau, la gemme de Malachite qu'il a prise au serpent. La fille semble très heureuse de ce qu'elle reçoit. Leur relation se renforce et ils viennent désormais ensemble à l'école. C'est là que ça se passe. Xiaozi l'attend, mais la fille met plus de temps que d'habitude. Après une demi-heure, entendant des jeunes évoquer une disparition près des appartements où elle vit, le protagoniste s'alarme, panique et traverse presque toute la ville avant d'affronter de nombreux policiers. La mère de Chen Yao pleure l'enlèvement de sa fille. La nuit, le protagoniste est envahi de colère sans comprendre pourquoi. Mais c'est quelque chose que le système lui recommande de contrôler ? Cependant, en voyant Dong-Yun réapparaître, sortant de toute cette foule, il ne peut plus se contrôler. L'homme s'engage dans une ruelle isolée, visiblement très nerveux. Face à un protagoniste prêt à attaquer quiconque s'approche, il est terrifié. Et ici, le protagoniste veut des réponses immédiatement après avoir vu son expression. Le malfrat, chef d'un gang, le méchant de son quartier, ne peut pas cacher le secret plus de 10 secondes. Et il se trouve que la fille et son associé ont été capturés par Monsieur Lu, qui est en gros le chef d'une mafia très dangereuse. Ces deux perdants voulèrent s'en servir contre le héros. Dong-Yun s'est retiré à temps, mais son associé subit actuellement des tortures. Comme Monsieur Lu déteste qu'on se moque de lui, il devient sadique et finit par le tuer. Pendant ce temps, toute la scène est observée par la jeune fille, car par pure coïncidence et pour le plus grand bonheur du mafieux Chen Yao. C'est quelqu'un dont elle a vraiment besoin, car, comme nous nous en souvenons, lorsqu'elle était enfant, elle a été incroyablement sauvée par cet inconnu qui a anéanti à lui seul tout un groupe d'élite. Eh bien, ce type appelé Siguki a des comptes à régler avec Monsieur Lao et ils sont en train de le chercher. Malgré tout, elle est très jeune et a perdu la mémoire, donc elle ne sait rien. La meilleure solution pour un homme en colère est de la frapper jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Mais son majordome, agissant comme sa conscience, l'en empêche. Ils veulent utiliser la fille pour faire chanter Siguki. Comme la source de son pouvoir reste mystérieuse, ils ne peuvent pas lui montrer la fille blessée ou morte, car il pourrait exploser avec une telle puissance que même les assassins qu'il a engagés seraient dépassés. La fille leur est utile, donc il vaut mieux la laisser en vie pour calmer la colère du monsieur. Le majordome demande à Chen Yao de coopérer, ne sachant pas s'il pourra la sauver à l'avenir. Pendant ce temps, le prochain idiot apprend seulement maintenant qui est Monsieur Luo et son importance dans la ville. Il s'avère être un voyou de première classe, que rien ni personne ne peut vaincre. Il y a des années, il a seul agressé un maître influent en ville. Tout le monde savait que la famille de la victime se vengerait. Malgré leur richesse et le respect qu'ils inspiraient, la seule présence de Monsieur Yan Lo les a fait s'agenouiller. Au point qu'après leur départ, ils restaient dans la même position. Ce type et sa famille étaient vraiment importants. Un jour, un homme mystérieux d'origine inconnue est arrivé en ville pour en prendre le contrôle quelques jours. Ce qui a suffi pour que le grand seigneur qui contrôlait tout finisse humilié et avec 2 doigts en moins. Depuis, cet homme a sacrifié temps, argent et soutien familial pour retrouver et se venger de l'incontrôlable inconnu. Alors maintenant qu'il a la fille qui, sauf quand elle était petite, peut l'utiliser, il ne va laisser passer aucune chance de le retrouver. Une histoire intéressante et une information précieuse, mais seul compte pour lui de sortir Chen Yao de ce jeu de mafieux. Il remercie Don-Jun pour l'information et lui pardonne. Mais Don-Jun le prévient que de simples étudiants ne peuvent rivaliser avec des mafieux de ce niveau. Le protagoniste lui dit de ne pas se comparer à lui.
Il peut prévenir la police, Melosé, mais lui ira chercher la fille. La gemme qu'il lui a donnée émet intentionnellement un signal facile à localiser. Cela le mène à ce bâtiment abandonné à Lugo, où il organise déjà les voyous qui ont dilapidé sa fortune. Plusieurs groupes d'assassins d'élite, dont ce ventriloque macabre. Le système informe le protagoniste que 7 niveaux de puissance dépassent le sien dans la zone. La seule amélioration possible est une pierre presque raffinée, prête dans 30 minutes. Elle est à 99%, mais il décide d'avancer malgré tout, faute de temps. Repéré par les assassins qui le prennent pour un simple écolier perdu, il décide de l'éliminer. C'est ainsi que le prota tombe sur un bâtiment à plusieurs étages, rempli de cadenas. Mais avant qu'il ne les brise, un type géant lui fait face en lui disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Le prota analyse avec le système et constate que le type est à niveau 55, soit 5 de plus que lui. Il doit donc combattre prudemment pour la première fois. Un coup de poing comme celui-ci pourrait l'assommer immédiatement. Pendant ce temps, M. Lugo, pour divertir un peu Shen Yao, décide de lui montrer les caméras afin qu'elle puisse voir par elle-même. Il bat son petit ami à mort, se moquant de celui qui veut gravir la tour. La force et la résistance de son adversaire sont en effet redoutables. Il ne profite que de sa rapidité pour placer quelques coups, mais ce n'est pas suffisant. Il est fort pour un étudiant ordinaire, mais dans ce monde clandestin, il lui manque encore beaucoup. Malgré tout, le géant est trop confiant et dans un duel de vitesse, un peu de puissance du héros suffit à le mettre au tapis. Mur, emporté par la situation, intensifie ses attaques pendant que le système analyse son adversaire, spécialiste de la prévision des coups. C'est pourquoi, après l'avoir distrait, il fait semblant de donner un coup de pied et il utilise son pouvoir pour finalement créer une masse qui lui écrase sur la tête. L'adversaire ne s'y attendait pas, car nous ne sommes pas sur un ring. Pour un vrai combat équitable, il doit sauver sa copine. Il monte les escaliers et esquive de justesse des kunais lancés par un homme qui le laisse suspendu. Ce dernier ne comprend pas. Comment ce gamin faible a-t-il vaincu le géant? En le sous-estimant, il le laisse récupérer pour combattre à l'étage suivant. Cependant, ce qui semblait un avantage n'est qu'un décor où l'obscurité rend son adversaire supérieur. D'autant plus qu'il est niveau 75 en ça. Cela ne signifie pas que le protagoniste n'a pas une aide visuelle, plus efficace hors de la lumière directe du soleil. Le combat débute de façon équilibrée, bien que l'adversaire maîtrise des objets très rapidement et que le protagoniste excelle au corps à corps. Même s'il a souffert pour obtenir sa vision, ses mouvements ne peuvent être si prévisibles, même si tu penses être le seul à voir. Quoi qu'il arrive, il le traque et d'un coup bas, élimine un ennemi de plus. C'était un groupe de 3 dont le chef détient le record d'éliminer tout adversaire en 10 secondes. Une force reconnue même par l'autre groupe d'assassins du Seigneur, qui semble d'ailleurs bien plus destructeur. Le fait est que la chance du protagoniste s'épuise car il tombe sur le type appelé Veogulf, même s'il ne s'attendait pas à ce que ce soit un vieil homme musclé. Quoi qu'il en soit, il ne va pas le sous-estimer. Et il attaque en premier, faisant face à toute la puissance d'un super-humain plutôt bavard qui fait ressentir chaque coup. La raclée débute, 10 secondes passent, s'il les surmonte. Même s'il use d'astuces ou fabrique divers objets, il finira par s'évanouir sous les coups de poing reçus au visage. Malgré ses esquives, le super-humain ne le lâche pas et continue d'attaquer. Le corps du protagoniste s'effondre. Son intérieur est écrasé. Désormais, il est totalement à la merci de son système, la plupart de ses côtes étant cassées. Celui-ci l'informe que le raffinage des gemmes est enfin terminé. Son corps brisé ressent l'électricité. Force plus 11 résistance plus 6, agilité plus 7. L'échauffement est fini. Encore une fois, il se lève alors que son rival admet que c'est un vrai combat d'hommes. Désormais, le protagoniste doit attaquer. Chaque point rempli d'énergie est même invisible pour le musclé. Cependant, justement à cause de cela, son corps met quelques secondes à s'adapter à tant de puissance. Le protagoniste souffre en découvrant ce détail, mais ce niveau endort son rival. Son énergie est sans limite. En brisant l'entrée avec le corps, Jean Lugo désespère. Qui est ce gamin méprisable qui a éliminé le groupe qu'il avait payé? Cependant, son majordome principal le calme en disant qu'il lui reste encore la mafia des 1000 hommes qui est bien plus puissante. Et ils viendront sûrement à bout de lui lors du prochain combat. Car ils n'ont pas seulement plusieurs génies, mais aussi cette fille, qu'il n'est même pas nécessaire de présenter, il suffit de savoir que c'est un monstre. Un problème plus grave surgit, le protagoniste progresse, mais sa santé se dégrade. Après plusieurs combats, son corps marqué de contusions montre ses limites.
Cependant, s'il s'arrête maintenant, ses jambes ne vont plus lui répondre. Même si ses adversaires sont plus forts, il doit sauver la personne importante pour lui qui est avec eux. Le cube le prévient qu'en plus, son système physiologique est affecté et que toutes ses émotions stressent le reste. S'il ne se contrôle pas, il va s'effondrer. Le protagoniste en tiendra compte, mais pour l'instant, il doit ouvrir la porte suivante avec ce qu'il attend. Et franchement, ça ne semble pas très prometteur. Avec un homme à la présence abyssale et une fille accro et excitée de voir souffrir ses victimes, la situation redevient tendue. Nous poursuivons avec cette épreuve majeure que le protagoniste doit surmonter pour retrouver sa copine. Désormais dans un salon sans obscurité ni vieux musclé. Nous avons cette petite fille appelée Couille, aux côtés du type mystérieux, un duo étrange. La fille s'approche du protagoniste pour mesurer sa magie, mais il n'a aucune compétence mesurable et son niveau est de 0. Ce qui ne laisse que l'option que sa force vient uniquement de l'entraînement physique et des améliorations de temps en temps. Une personne ainsi est le fantasme de cette fille. Elle se montre gentille, mais après la poignée de main, elle attaque. Il réagit impulsivement, faisant frissonner la fille sous l'effet d'une force pure. Clairement, elle est folle et le protagoniste s'en rend compte quand elle enchaîne les coups sans s'arrêter. Mais alors qu'elle s'amuse, il semble que le protagoniste, épuisé, il peine à se concentrer et ne peut compter que sur sa force. Pendant ce temps, la fille, sans défense, voit son sang éclabousser. Pourtant, elle affirme que, malgré sa force, ses poings sont faibles. Nous voyons alors une étrange aura entourer Chica, et son camarade l'avertit que ce n'est pas le moment d'utiliser son pouvoir. La fille sent qu'elle fait face à un adversaire digne de s'amuser, et c'est ainsi que des griffes et des dents très aiguisées lui poussent, qu'elle plante en elle-même. Pendant que la fille devient de plus en plus agressive et rapide, alors qu'elle s'y attend le moins, elle goûte déjà son propre sang à grande vitesse. C'est une situation vraiment anormale. Au guerrier qu'elle avait affronté. Cette fille paraît possédée et l'éviter est difficile car elle est aussi très forte. Si le protagoniste ne devient pas sérieux, il mourra. Non pas des coups, mais parce que la fille continue de lui aspirer le sang comme un vampire. Fait curieux, elle est vraiment une bête. Le sang, allié à la pureté du protagoniste, fait évoluer son corps jusqu'à une perte de contrôle que son compagnon doit gérer. L'endormir avec à gauche, cependant, ne fonctionne pas complètement, donc il doit vraiment la surveiller de près. Pendant ce temps, le protagoniste sait que si le type rejoint le combat, il ne pourra pas gérer les deux, car il s'agit d'un super-humain qui, sans bouger beaucoup, se révèle dangereux. Et il est clair qu'il se retient de ne pas pouvoir s'éloigner de Kui, probablement parce qu'en exposant sa puissance, il finirait par perdre le contrôle. On voit à quel point le type était nerveux, allant jusqu'à proposer de laisser passer le protagoniste s'il cherche la fille du dernier étage, sans se battre. Cependant, Xiao, s'il est malin, sait que ces types sont payés. Il doit donc s'assurer qu'ils ne l'attaqueront pas dans son dos. En feignant la confiance malgré son état critique, il demande à l'homme une preuve de loyauté. Acculé, il propose un pacte de sang garantissant la non-agression de son clan. Le protagoniste aurait accepté sur parole, alors il rit simplement. Le vieil homme, impressionné par la ténacité des jeunes, informe la blonde que, suite à la situation de Kui, les plans changent et qu'il se retire. En quelques secondes, une étrange présence assomme la jeune fille. C'est le grand Sigu Kui qui apparaît enfin. Les plans pour Monsieur Yanlo changent. Sans tueur, le majordome suggère de se retirer. Le millionnaire, têtu, propose au ventriloque macabre de le payer le triple s'il tue Sigu Kui. Ce type ne vit que pour ce qui l'intéresse et n'aime pas être manipulé, même payé. Car celui qu'on appelle Musan est le membre le plus arrogant d'un groupe connu sous le nom d'Os Maléfique. Et maintenant, ce type est très intéressé à défier le protagoniste pour nous offrir ce qui sera le meilleur combat au corps à corps, avec des niveaux de puissance incroyables depuis le début de la série. En reprenant son souffle, l'étudiant blessé sait qu'il doit avancer pour sauver la jeune fille. Il entre dans la pièce suivante, cherchant les ennemis puissants qui lui manquent, mais l'une des marques a soudain disparu. Ce serait bien si son dernier adversaire n'était pas amusant. Un gars que le système évalue à 7 en magie, plus faible que les bandits affrontés par l'école. Mais sa présence est assez contradictoire.
et surtout avec la marionnette qui l'accompagne, contenant une pierre magique à l'intérieur. Ici, que ce soit oui ou non, il ne sait pas quoi penser et il ne lui reste pas beaucoup de temps, car le gars commence avec un coup de pied mortel. L'animation de 6 épisodes de Solo Leveling se condense en une scène où débute le combat épique. Il s'avère que le gars, comme le protagoniste, n'a pas de magie, car son niveau vient de compétences bien plus dures à acquérir. Comme c'est le cas pour lui, la force, et dans le cas de son rival, la technique en utilisant des talismans et la ventriloquie. Le combat devient alors un corps à corps épique, avec divers coups de poing et de pied. Moussant a hâte de voir quelle force l'emporte, et le protagoniste doit s'adapter au combat. Le combat se resserre, chacun utilise le décor à son avantage. Murs et colonnes se détruisent pendant que Ao tente d'empêcher l'autre d'utiliser ses talismans, lançant tout ce qu'il trouve. Cependant, Moussant, très rapide, frappe aux côtes avec ses talismans explosifs, touchant le protagoniste et le repoussant. C'est un inconvénient, car cela lui donne de l'espace pour utiliser sa marionnette, qu'il contrôle à distance avec une grande précision, tout en tirant une quantité de rayons par seconde qui ne peuvent être bloqués qu'au millimètre près. Et Ao, si, il le sait sans prévoir ce coup mortel de son adversaire, qui le fait saigner abondamment. Cela lui permet aussi de prendre l'avantage en gagnant en assurance. Il désespère alors qu'il prépare un point qui, en frappant avec une telle force, lui arrache une partie des cheveux. Cependant, ce coup de poing était mortel. Et grâce à son talisman défensif, le type se relève à nouveau. C'est très mauvais, car comme Kaneki le sait, les cheveux blancs lui donnent sa forme définitive. C'est inévitable. Il sait qu'il a des ennuis quand il commence à se faire démolir à coups de poing, à une vitesse qui lui laisse à peine le temps de réaliser que son adversaire lui couvre le bras de talisman. Pendant ce temps, tout ce qu'il peut faire, c'est esquiver, tandis que la marionnette, maintenant, joue avec lui. Moussant précise que chaque talisman qu'il pose vaut 5 millions de yens. Vaincre le prota lui coûte 25 millions juste pour le mettre à genoux. C'est pourquoi il va maintenant le faire exploser. Pendant ce temps, Monsieur Lugo semble satisfait puisqu'il a l'argent. Cependant, il est confiant dans sa victoire. Vous voyez Kao apparaître au milieu du feu avec sa pelle d'excavateur, coûtant 25 yens pour se protéger le visage. Moussa ne comprend pas, s'énerve, attaque rapidement, mais le prota, censé ignorer la compétence, devient bien plus rapide. Traitant vite son adversaire comme un sac de boxe, il lui rend tous les coups, détruit ses armes et arrache brutalement la blancheur de ses cheveux. Le type est détruit, mais le prota aussi. Bien qu'il ait gagné, il va bientôt s'évanouir. Monsieur Lugo, avec son majordome, sait qu'il doit employer sa dernière arme. Cependant, il semble que Moussa n'en ait pas fini avec la dernière explosion de sa marionnette pendant qu'il s'échappe. Sa poupée reste silencieuse, mais la bataille se poursuit. L'adversaire gaspille toujours de l'argent en talisman pour vaincre le protagoniste, qui ne fait qu'esquiver et finit par tomber. Lors d'une explosion, le feu l'entoure. Il perd partiellement connaissance en pensant à Shen Yao. Il ne peut donc pas abandonner. Il donne une dernière impulsion, entraînant Moussa dans un élan vers le sol, qui se conclut par une explosion, le laissant étendu et brûlé. Et même s'il parvient à garder la marionnette, le type grièvement blessé réussit à s'échapper grâce à sa vitesse. Était-il vraiment si fort? Mais le protagoniste n'a pas le temps. Il monte au dernier étage. Il tombe sur le perdant qui lui demande « Où est la fille ?» En la libérant, pensant que tout allait bien, c'était un piège de Monsieur Lugo avec une bombe. Et il les enferme sous les talismans de Moussa. Alors le protagoniste, comme mesure désespérée, enferme la bombe dans son cube. Il rassure Chika sur leur avenir. Ils se retrouvent, mais 10 secondes après, une explosion survient dans le système. Elle se combine avec la marionnette restée dedans, détruisant l'intérieur et laissant un trou dans le cube. Un fait inconnu du protagoniste le laisse immobile. Alors que la fille tente de le raisonner, Monsieur Lugo lui tire dessus et décide de finir le travail avant de partir. En Yao finit morte, tandis que Shigoki apparaît sur les lieux pour la prendre une fois de plus dans ses bras et dire au protagoniste qu'il n'est même pas capable de se protéger lui-même, et il ne pourra rien faire. Pour une fille qu'il ne comprend pas, il reste blessé, perdu et sans petit ami. C'est ainsi que nous restons juste après la grande bataille, avec un protagoniste accablé parce que cette fois, il n'a rien pu faire pour sauver sa copine. En fait, ses pouvoirs sont limités en ce moment. Le cube lui appartient. Il peut se téléporter et voir mieux. Il ignore comment répondre à la mère de Shen Yao sur les événements. Une femme mystérieuse affirme ici connaître la localisation de Monsieur Yan Luo. Ils emmènent la conversation jusqu'à un café.
où nous découvrons que la fille mystérieuse parvient à confirmer le soupçon que le protagoniste avait depuis un moment. Dans ce monde où l'on sait qu'il y a des surhumains, mutants et cultivateurs, il était clair qu'une organisation devait tout contrôler. D'après elle, cette organisation le protège depuis qu'il a ses pouvoirs. Cela lui est totalement égal car quelqu'un voulant le protéger n'aurait pas 3 hommes armés avec lui. Elle reste sur ses gardes et lui dit qu'il ne pourra pas la capturer, alors mieux vaut se calmer. Le protagoniste confirme travailler pour une agence de contrôle des surhumains. Elle explique ensuite qu'elle a besoin de son aide pour une mission de mercenaire. Et quelqu'un qui est arrivé au grade B en 1 mois est le candidat parfait. Le protagoniste dit qu'il peut accepter ses missions en échange d'informations sur Yan Luo, mais surtout sur Siguki, qui est maintenant sa cible. La fille semble accepter trop vite, c'est étrange. S'il lui accorde du temps pour l'école et offre 50 000 yens, il finira par accepter. Cependant, il semble qu'avant cela, elle vérifiera s'il est apte pour cette tâche et ils vont bientôt l'évaluer. Pour le protagoniste, est-ce une alternative? C'est risqué, mais c'est sa seule option pour l'instant, car il a besoin d'informations et s'infiltrer dans cette agence pourrait lui être très utile. La fille, déjà dans sa voiture, avoue collaborer avec le protagoniste car il a récemment découvert ses pouvoirs et qu'ils peuvent manipuler ce garçon naïf. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'avec l'aide de son cube, il écoute toute la conversation sans être détecté. Elle précise qu'elle ne révélera pas de grands secrets sur la quête du protagoniste, mais lui donnera juste quelques rapports de niveau. Comme il est évident qu'il ne connaît rien au clan puissant, la fille veut le tromper. Cependant, Xiao peut quand même utiliser cela à son avantage, car l'agence peut encore lui être utile. Alors le lendemain, en voyageant jusqu'à la forêt à l'endroit qu'on lui a indiqué, il semble se perdre parmi tous ces arbres. Cependant, il tombe sur ce qui semble être un manoir ultra secret, où l'on trouve tous les luxes, de jolies servantes et des gens de toutes sortes. Prêts pour l'épreuve? Ce jeune homme leur dit qu'ils devront prouver plusieurs qualités pour obtenir le poste de garde du corps. La première épreuve consiste à emmener le protagoniste et les autres dans une salle de casino où ils reçoivent 5 jetons gratuits et doivent les doubler à 10 sans tricher ni voler. Comme le dit cet inconnu, certains jeux semblent simples, mais on peut tout perdre en 1 seconde. Le protagoniste en est conscient et cherche donc un jeu de concentration. Comme le jeu des 3 gobelets et de la pièce, où il n'a même pas besoin de tout miser en un seul coup. Cependant, le même type qu'avant vient le défier à la table. Avant de céder à la pression, le protagoniste décide de miser tous les jetons contre son adversaire, qui, surpris, accepte sans autre choix. La responsable commence un jeu de main assez difficile à suivre. L'adversaire, sûr de lui, répond aussitôt, pendant que le protagoniste, moqué par tous, mise. Le jeton étant dans une main des filles, cela paraît peu logique. Pourtant, les règles n'ont jamais clairement indiqué qu'il devait être dans les verres. Les 2 distractions de la responsable ont trompé tout le monde, mais pas le protagoniste, qui repart avec le double de ses jetons, laissant les autres s'arracher les cheveux. D'autres personnalités réussissent également et passent des épreuves supplémentaires. Un petit groupe d'élus est finalement choisi comme garde du corps de Monsieur Pierrot. Un millionnaire qu'ils doivent protéger puisqu'il l'accompagne le soir à un banquet important. Ils viennent ainsi de recevoir d'avance 3 millions de yens. Ce qui fait s'évanouir le protagoniste, car la fille qu'il a engagée ne lui a donné que 50 000 sur toute cette récompense. Il doit avancer et réalise que, lors du banquet, plusieurs événements importants auront lieu, dont une vente aux enchères. Monsieur Gordo cherche des reliques spécifiques. L'une d'elles paraît familière au protagoniste par son nom, car il s'agit d'une pierre d'obsidienne, objet que son système lui avait demandé lors d'un état critique. Donc cette mission peut lui offrir des connaissances et même une amélioration pour son cube. La nuit tombe, les gardes du corps se préparent et arrivent à la villa de luxe où de nombreux millionnaires, parfois suspects, sont présents. Après l'accueil, le cliché des riches, faire des activités bizarres. Dans ce cas, on déploie un cristal assez grand uniquement pour révéler une énorme bête crocodile à l'intérieur. Clairement, ce n'est pas un animal juste pour être observé. Ce rituel ancien chez ces riches impose à un guerrier choisi d'affronter la bête avec des armes classiques. Le but est d'arracher une cloche sans mourir. Celui qui ose est motivé par une montagne de lingots d'or pour voir si la cupidité les transforme en champions. Personne ne peut sortir de la cage une fois entré, ce qui arrange les riches qui ne prennent jamais de risques. Nous voyons le premier guerrier qui, voyant la créature endormie,
préfère crier son nom devant tous au lieu de profiter de la situation, puis enlève la cloche sans rien faire d'autre. Il est dévoré de façon satisfaisante et méritée pour un idiot. Clairement, cette créature est anormale. Comme l'explique l'hôte, c'est la dernière expérience de biogénétique propre à son organisation secrète. Certains spectateurs, surtout des femmes, sont horrifiés, d'autres apprécient le spectacle qu'ils ont payé. Le prota sait que c'est macabre, mais il est surpris quand un garde du corps de ces riches se porte candidat. Son compagnon lui précise que s'il n'y a pas de volontaire, un garde du corps est choisi au hasard. Ce salaire quotidien de 3 millions est justifié, même s'il se fait arnaquer. Le volontaire avance confiant, sachant qu'en gardant ses distances et en attaquant avec des lances, malgré la vitesse de l'animal, il peut le blesser, jusqu'à s'épuiser. Cependant, Sia aussi sait qu'il ne prend pas en compte les améliorations génétiques, et c'est pour cela qu'il est plus que condamné. Des morceaux volent, des yeux sur les vitres, la scène se couvre de sang. Chaque mort accroît la récompense en lingots d'or. Ainsi, dans ces conditions, 2 nouveaux candidats apparaissent. L'un d'eux étant le type dur de l'équipe du prota, tandis que l'autre est un travailleur, qui ne cherche que la validation de son patron. Ainsi, si 2 candidats se présentent simultanément, ils doivent s'affronter d'abord, ce qui est illogique car ils seraient trop épuisés pour affronter l'animal. Le type dur paraît insouciant, attaquant son rival en quelques secondes. Grâce à sa capacité vampirique, il aspire le sang et l'énergie, devenant ainsi plus puissant pour affronter la bête sans armes, rendant le combat équitable. Et malgré cela, il a des réflexes et une présence si impressionnants qu'avec une habileté surprenante, il arrache la tête de Bestia. Dans un coup fatal instantané, il devient l'un des favoris. Sia sait aussi que son niveau est similaire, pendant qu'il reçoit la cloche et le prix en or. Cette victoire mérite un toast entre ces riches qui n'ont même pas besoin de lever le petit doigt. Et c'est pourquoi eux-mêmes s'attendent à ce que l'hôte ne leur réserve pas seulement cela, mais qu'il les surprenne. Apparemment, c'est ainsi que nous atteignons le plat principal, l'ascenseur remonte. Même sans les statistiques du cube, on sent que cette bête est bien trop puissante et ne sera jamais contrôlée par qui que ce soit. Il s'agit de l'expérience ultime de la biotechnologie, le dangereux Togu 17, qui va nous ouvrir la voie à un véritable chaos dans cet endroit. Nous continuons avec la présentation de cette créature, une difformité conçue par des ingénieurs en biotechnologie mêlant l'agilité de félins et la force des ours. Le prototype idéal pour déchiqueter des humains, sa seule faiblesse étant une extrême violence. Tout le monde a peur, mais on leur dit que la situation est maîtrisée. Pendant ce temps, le protagoniste remarque que l'œuvre de l'animal est effectivement impressionnante. Mais il y a autre chose, quelque chose que son système ressent, une œuvre assez lourde chez quelqu'un de sa propre équipe, et pourtant avec une récompense presque 2 fois supérieure en or. Nous avons un premier volontaire. Cependant, lorsqu'il attaque, la créature l'ignore et va directement vers la vitre, incontrôlée. Le protagoniste comprend que le vampire a perdu quelque chose lors du combat, rendant la créature incontrôlable. L'hôte n'est donc déjà plus calme. Face à la brutalité et l'intelligence de l'expérience, la plupart des spectateurs désespèrent. Ils brisent la vitre, semant le chaos dans le manoir, tandis que le protagoniste sait que tout est prévu. Ce désordre lui permet de se rapprocher de la famille de Monsieur Jean Lugo et d'entamer sa vengeance. Cependant, les contrôleurs, gardes les plus puissants, interviennent pour calmer tous et empêcher tout mouvement. Ils maîtrisent fermement la prétendue bête redoutable. La fête se poursuit, mais Sia aussi remarque l'absence d'un membre de son équipe et s'en rend compte. À l'intérieur du manoir, les gardes procèdent à une inspection de sécurité. La fille aux couettes avance discrètement, éliminant tous ceux sur son chemin sans être repérée, même par les caméras. Elle atteint le sous-sol protégé et, grâce aux empreintes d'autrui, entre dans le salon des trésors. Le problème, c'est qu'un contrôleur plutôt agile l'attendait déjà. Cependant, cette femme pourrait riposter. Elle serait plus forte s'il n'y avait pas d'autres gardes, qui la distrait au point qu'elle se fasse attaquer par derrière. C'est ainsi que le protagoniste apparaît de nulle part pour la sauver. Et comme le type devient arrogant, il lui apprend le respect d'une manière assez douloureuse. Moumou ne sait pas si elle peut faire confiance à ce type. Cependant, le protagoniste la rassure en lui disant qu'il est conscient de ce qui se passe. C'est vraiment la femme qu'il doit protéger et pour laquelle ils ont été engagés car il est très observateur. Malgré le chaos, le vieux millionnaire restait en première ligne, les gardes du corps derrière lui. Pendant qu'il créait le scénario parfait,
pour qu'elle puisse s'éclipser et prendre les trésors. Le problème, c'est qu'à ce stade, les reliques auraient déjà été déplacées. Ils ne trouveront rien et les contrôleurs arrivent dû pour les éliminer. Le prota prend l'initiative et, avec la fille, rejoint une pièce où les ennemis lancent des grenades aveuglantes avec le protagoniste. Avec l'espace parfait pour créer un objet et leur faire un très bon coup en retour, laissant les adversaires sans vision et en profitant pour se faufiler un peu. Le souci, c'est que ces types sont partout. Même en classe B, ils restent puissants. 3 à la fois, les réflexes lâchent et Prota finit assis. Sa confiance transparaît lorsqu'il est préparé et il les trompe avec cette fausse grenade. C'est ainsi qu'il parvient à avancer un peu plus avec la fille, qui sait où se trouve la sortie et lui a la force de l'y emmener. Même blessé, il sait qu'ils ne peuvent pas rester là à attendre la mort. Le protagoniste avance, mais sans la fille, priorité des contrôleurs. L'un part la chercher, laissant un 2 contre 1 qui change tout. Elle apparaît alors sur le toit, avec une capacité innée. Ces deux de classe B sont finalement vaincus par le katana et les coups de poing. Le protagoniste, grâce à sa vision augmentée, localise le nouvel emplacement des trésors. Pendant que la fille cherche des objets de valeur, le protagoniste agit. Il ne sélectionne que les meilleures pierres, les gemmes de qualité pour les cuisiner et les ajouter à ses statistiques. En récupérant l'obsidienne tant attendue, ils prennent tout. Moumou, la fille aux couettes, lui indique qu'ils sont au-dessus du laboratoire de biotechnologie déjà présenté comme un lieu dangereux rempli de créatures déformées. Mais juste en dessous, un grand égout peut les mener directement à la surface. Ayant le butin, la fille connaît le lieu, mais le protagoniste a un mauvais pressentiment, alors qu'on voit les contrôleurs blessés et leur chef arriver. Un type qui a clairement l'air fort, mais en plus, vu leur état, il leur donne des pilules qu'il les force à avaler. Heureusement, c'est un médicament de guérison avancé. Moumou dit au protagoniste que s'échapper est la priorité, mais qu'elle doit d'abord faire quelque chose. Et en fait, dans cet endroit, il y a clairement un cerveau derrière toutes ces créatures modifiées. Même si on prétendait que Taogu 17 était l'expérience parfaite, ce docteur est en fait obsédé par les modifications biogénétiques. Sur des humains, la fille cache quelque chose. Le protagoniste préfère penser à fuir, mais le garde du corps l'accompagne. À peine sortie de l'ascenseur, la fille gère déjà une escouade. Grâce à une carte, il se repère et avance vers le laboratoire principal, puis la sortie. Le problème, c'est que cet étage est le plus dangereux et que les contrôleurs sont déjà en train de s'approcher. Alors ils avancent rapidement, tout en rencontrant plein de monstres de toutes sortes. Cet institut cherche l'arme biologique la plus puissante. Tout semble louche, et pourtant ils avancent. Pour elle, il est clair que ses recherches sur les animaux sont dangereuses. Après avoir ouvert une pièce, elle prévient le protagoniste que le pire est à venir. Il voit plusieurs spécimens étranges et une docteure déjà présente qui informe calmement le docteur. En fait, elle reconnaît la jeune fille en disant qu'elle était en retard, car il s'avère que Moumou cherche une drogue spécifique que le docteur fabrique. C'est elle qui devait lui remettre le trésor du manoir, bien qu'il travaille pour le propriétaire. Le millionnaire veut juste des armes génétiques animales, tandis qu'il cherche des fonds pour tester sur l'humain. Ce trésor peut-il lui permettre cela? Il montre qu'il a déjà travaillé sur les mêmes contrôleurs qu'ils ont affrontés, autrefois faibles et maintenant au niveau B. Ce type croit encore pouvoir obtenir des améliorations surhumaines et n'hésite pas à créer des monstruosités qui souffrent pour son but. Franchement, cela en dit long. Finalement, il n'a toujours pas le médicament pour la fille et la maladie de son grand-père, alors il frappe durement ce dernier. Il ment au vieux, il doit, avec le protagoniste, détruire la recherche et ses armes monstrueuses pour qu'elles ne survivent pas. Ici, soudain, quelque chose disparaît sans raison, jusqu'à ce qu'on entende la voix du système. Encore une fois, il a enfin réussi à assimiler l'obsidiana qu'ils ont obtenue. Clairement, le cube lui manquait déjà, tandis qu'on voit que le système a été complètement réinitialisé, mais il y a plus. Sa mise à jour offre des améliorations majeures. Espace élargi, capacité accrue et téléportation jusqu'à 30 mètres, tout comme sa vision, et avec une nouvelle fonction pour améliorer non seulement son corps, mais aussi les objets qu'il crée. Toute cette mise à jour lui remplit la tête de stress, tandis que nous voyons Moumou finir par libérer les espèces partout dans l'endroit. Et ceux qui les trouvent sont les contrôleurs, qui, en voyant des chauves-souris déformées comme celle-ci, disent donc qu'il n'y a rien d'alarmant. Mais lorsque ce cultivateur de feu est surpris par l'un des lézards qui fait preuve de brutalité, lui déchirant littéralement le corps en quelques secondes,
Ils doivent profiter du moment pour l'attaquer avant d'être les prochains. Moumou, en consultant une carte, se sent perdu et se retrouve acculé par des contrôleurs cherchant à s'amuser. Les deux femmes ont un niveau similaire et contrôlent grâce à leurs armes. Mais lorsque le chauve s'en mêle, ses poings sont trop mortels et la fille avoue qu'ils vont la tuer. Parce qu'après avoir pris les pilules, il n'y a plus d'option. Ils ont toujours servi de cobayes au docteur. Moumou sait bien que cela ne justifie pas tous les meurtres, ce qui met sa rivale en colère. Mais alors qu'elle va recevoir le coup final, tout s'arrête et Jiaozi fait une entrée épique, explosant littéralement sur scène. Il est arrivé totalement transformé. Grâce à sa vision, Lévitas sait que l'endroit sera envahi de bêtes. Avant d'être dévoré avec ses 30 mètres, il se téléporte avec la fille dans les égouts, tandis que ses rivaux vont probablement souffrir. Le protagoniste distrait observe Moumou changer de tenue pendant qu'elle tente de lui parler. Mais un homme surgit derrière eux, indétectable par le cube, car sa puissance dépasse la mesure. C'est le chef vu plus tôt et il est certain qu'il ne les laissera pas partir. Nous préparant pour le combat final entre deux humains qui en ce moment sont avec la mise à jour maximale de leur puissance pour nous offrir une bataille épique. Nous arrivons à la fin où l'inconnu, Laika, leur fait face depuis plusieurs épisodes. Il sait que leur duo est faible, mais comme ils ont éliminé beaucoup des siens, ils doivent gérer le désastre. Même le cube du protagoniste avertit que l'adversaire est bien plus fort. Le type savait déjà que quelqu'un essayait de voler des informations. Il s'attendait à affronter un gros bonnet, et maintenant il doit se contenter de petits poissons. Sa valeur de combat augmente rapidement, le protagoniste le sait. Lorsqu'il tente de recruter la fille, Sia aussi intervient en stoppant son geste et risque une première attaque, révélant les déformations métalliques que Laika peut infliger à son corps. Le type est si rapide que Sia aussi ne peut qu'esquiver. Même quand Moumou attaque vite, il réagit instantanément, pliant ses bras à volonté. Pourtant, la téléportation améliorée du protagoniste surprend avec quelques coups de poing, et même si ce n'est pas suffisant, dans son esprit, Laika sait qu'il ne devrait pas sous-estimer Sia aussi. Il analyse qu'il a une certaine chance de s'échapper, et pour cela, il active le cube avec sa nouvelle fonction pour améliorer ses armes. Ce que le système ne lui a pas dit, c'est que cela prend du temps. Il ne peut transférer que 20% de la puissance, et l'arme risque fortement d'exploser. Il ne pourra pas non plus utiliser la vision ni la téléportation, car il a besoin de toute la capacité du système. Même avec tout contre lui, le prota exécute l'ordre, donc maintenant ils doivent juste tenir bon. Cependant, le type ne leur laisse pas le temps et commence la racler. Même Moumou avec son épée ne peut approcher, alors sans arme c'est pire. Laika sait qu'il prépare une compétence qu'elle ne comprend pas. Mais le prota ne répond pas, il attaque simplement. Cependant, le type ne va pas céder et même s'ils utilisent leurs astuces habituelles, son corps encaisse tout ce qu'il reçoit, clairement. Il se distingue par sa résistance, même après avoir été assommé. Il se relève toujours pour permettre à Moumou de s'échapper. Notre prota aime provoquer ses rivaux. Pourtant, il lui reste du temps pour finir la fusion de son arme et son corps subit déjà de fortes hémorragies. Laika ignore l'origine de sa détermination, si c'est l'argent ou les femmes, mais sait que ce n'est pas si simple. L'albinos cherche la première zone à couper pendant que la victime s'évanouit jusqu'à ce que Moumou, furtif, réapparaisse et transperce l'homme. Elle ne pouvait pas l'abandonner, mais le système précisa vite qu'il ne lui avait fait aucun mal. La fille esquive de justesse, enchaîne des coups précis, mais finit par tirer à distance. À ce stade, la fille est déjà neutralisée. Ce type est la véritable expérience finale sur les humains et s'apprête à l'achever avec son katana. Cependant, le protagoniste, en train de se vider de son sang, reçoit la mise à jour que la fusion est terminée. La dague obtient agilité plus 3, vitesse plus 1, et le rare attribut de glace est l'occasion de changer la donne. Cependant, le cube le surprend à nouveau en lui annonçant que la fusion a échoué et qu'il a 30 secondes pour se débarrasser de l'arme. Sinon, elle explosera rapidement. Il s'accélère, se plante l'objet dans une zone peu vitale, puis est repoussé par un coup fatal. Mais l'albinos ignore qu'en se moquant, il tente d'extraire la dague. Des particules de glace gèlent une large zone, tandis que son corps ne supporte pas le froid dû à l'explosion. Le protagoniste ignore ses actes, mais le système détecte une hausse des pourcentages de combat de Laika. Ils doivent fuir. Le chiffre ne cesse d'augmenter pendant qu'ils s'éloignent, trouvant enfin l'égout. C'est l'occasion pour la fille de s'échapper, et même si elle ne veut pas laisser le protagoniste, il finit par l'y obliger. Tout cela pour qu'il encaisse l'impact de Laika,
qui a atteint une nouvelle transformation. Cela se termine ainsi avec cette explosion dans laquelle il semble que le protagoniste ait été effacé. Cependant, ce n'est pas le cas. Grâce à la téléportation, le cube s'accroche à Chica, qui le sécurise avec sa combinaison de plongée. Alors que l'albinos est envahi par la rage, le protagoniste, épuisé dans son cube, finit par s'évanouir. Quelques jours après, nous sommes retournés à l'école comme si rien n'était, sachant qu'il a échappé de justesse à cette bête. Mais il devra toujours affronter ce genre de personnes. Ici, il finit par être enlevé de l'école par Moumou, qui, après tout ce qu'ils ont vécu, veut qu'il rejoigne l'ATC. C'est une académie d'entraînement pour super-humains visant le tournoi à venir. Mais il veut refuser car il doit sauver sa petite amie. Moumou lui précise que Wookie, très puissant et difficile à suivre, peut se trouver partout. Mais Justo a déjà gagné ce tournoi. Elle peut l'aider à obtenir des informations, voire la localisation. Cela change tout. Les souvenirs de sa petite amie reviennent et il participera à tous les tournois pour la retrouver. L'accord est conclu et un grand événement arrive. La première saison du Donnois s'achève. Ce fut une belle expérience visuelle et nous espérons bientôt des nouvelles d'une suite. J'ai beaucoup aimé et je pense que le tournoi a du potentiel. Avec ce dernier épisode, le résumé est terminé. Pour l'instant, le distributeur ne confirme rien. Vu la popularité et les chiffres obtenus par ce protagoniste sur les réseaux grâce à ses montages, espérons qu'il prévoit encore 12 épisodes de cette qualité remarquable. Profitez des Donnois chinois en qualité maximale sur un bon écran pour apprécier chaque détail. Que j'omets dans le résumé, que beaucoup considèrent tout comme le frère perdu de Solo Leveling, même si pour être honnête, pour moi il a sa propre identité. La série promet que les niveaux de puissance vont exploser. C'est de la folie, et tout le monde est plus qu'heureux. Je vous invite donc à profiter de ce morceau d'animation. La Chine reste-t-elle la base la moins accessible? Mais il y a toujours des moyens d'en profiter, surtout avec cette animation incroyable, pleine de combats et d'une histoire qui promet d'être longue. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver cette série sous le nom de Supercube. Elle est méconnue. Rappelez-vous, Liu Harun vous résume tout. Avec 2500 likes, un autre Donnois préparé pour vous. Merci d'apprécier. Mon résumé, comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Abonne-toi à la chaîne.